في المقر الصحافة البلجيكية قبل مباراة المنتخب البلجيكي والمنتخب السويسري. معنا صحفي قدير كريستوف فرونكي صحفي في جريدة دي اش الرياضية، شاب خلوق وعنده إمكانيات كبيرة. Christophe, on peut dire un tsunami qui a frappé la Belgique au niveau sport. Au niveau du foot, ouais, vraiment, ouais, ça va remettre beaucoup de choses en question, dans beaucoup de choses, mais ça va, espérons-le, c'est surtout un tsunami positif, parce qu'un tsunami ça fait des morts, mais ici espérons que ce tsunami va prendre des coupables, et puis, et puis que quand ça se retirera, ça sera nettoyé et que le football belge sera un peu plus propre. Parce que, comme le compteur, le juge, il a dit depuis 2017, l'enquête a commencé. Est-ce que les médias belges le savaient à ce moment-là? Officiellement, non. Il y avait personne qui savait que le mercredi matin, ils allaient aller vraiment faire une descente organisée, etc. Ce qu'il y avait, c'est que beaucoup de journalistes avaient entendu des petites choses. On savait qu'il y avait peut-être des trucs d'histoire de montre avec Moji Bayat, c'était déjà revenu à des oreilles, etc. Donc, il y avait des petits éléments, pas globalement comme ça. Maintenant, le problème, c'est pour le sortir une telle affaire, il faut avoir des preuves en béton. On ne peut pas dire tiens on a entendu que, non, il faut être sûr de son coup, et c'était très très compliqué d'avoir des preuves, et une des preuves que c'était compliqué, c'est que la justice a mis 1 an pour faire son enquête, avec des écoutes téléphoniques, avec beaucoup de moyens financiers, des choses que nous, des outils qu'on ne peut pas faire. Évidemment c'est toujours, on peut dire que la presse pourrait encore plus mieux faire son travail, c'est certain, mais il y avait des bruits autour de Moji Bayat, autour de Dejan Veljković et d'autres choses, mais c'était très très compliqué de le prouver noir sur blanc qu'il y avait des nos confrères d'autres médias, ils ont abdiqué. C'est un portrait pour les médias belges. Oui, c'est très étonnant. Moi, un des 3 journalistes, je le connais assez bien. Et c'est vrai que je suis assez surpris. Oui. Maintenant, voilà, je ne connais pas, comme d'ailleurs pour les autres finalement. Il y a des inculpations, on ne peut pas encore dire coupable définitif. Donc on verra ce qu'il aurait reproché exactement, ça on ne sait pas vraiment précisément. Mais bon, s'ils sont inculpés, j'imagine qu'il y a quand même des doutes, des soupçons quelque part. Donc voilà, c'est surprenant et ça montre que le système était pourri, vraiment, et jusque très loin. Donc voilà. Moji Bayat, il est inculpé. Il est inculpé, ouais. Mais la question qu'on se pose, pourquoi il n'y avait pas un descente à Charleroi? Ben, je trouve ça finalement assez logique, parce que donc Charleroi c'est le club de son frère, Moji Bayat, son petit frère, et donc Moji Bayat il est accusé, soupçonné en tout cas, d'arnaquer les clubs et les joueurs via des commissions trop grandes, etc. Mais s'il y a bien un club qui ne va pas arnaquer, c'est celui de son frère. Donc il ne soit propre. Oui, donc là, a priori, il va rester propre avec son frère le plus possible, faire ça dans les règles. Par contre, voilà, s'il peut arnaquer les autres clubs, c'était plus facile. Et voilà, je veux dire, s'il arnaque même son propre frère, alors là, ça devenait très très bizarre. On peut dire, parce qu'avant Moji Bayat, il y avait un autre nom, comme des managers des joueurs, très fort, c'est Delefrayon. Luciano Delefrayon. Est-ce que Delefrayon, on n'a rien entendu parler? Il n'est pas mouillé. Non, il y a toujours eu des trucs. Luciano Delefrayon a déjà été condamné pour les précédentes enquêtes avec le foot italien et le foot français. Donc voilà, maintenant, ici dans cette enquête, son nom n'est jamais sorti. Et ça ne me surprend pas finalement. Luciano Delefrayon, il n'est plus agent, il est déjà devenu directeur sportif dans le club. Donc déjà, voilà, il fait son truc. Et Luciano Delefrayon a toujours été très malin pour être de toute façon le plus discret possible. Dans toutes ces affaires, je ne dis pas des choses négatives, dans toutes ces affaires, il a toujours été très discret. Tout l'inverse de Moji Bayat, qui adorait la médiatisation, qui voulait crier sur tous les toits « Je suis le meilleur agent de Belgique, regardez ce que j'ai fait ». Il a même dit textuellement « Le footballeur le plus riche en Belgique, c'est moi ». Parce que donc voilà, il adorait ça, cette image. Luciano Delefrayon, moins il parle, plus il est content. Il y a aussi un autre style, est-ce que c'est peut-être l'exubérance de Moji Bayat qui a fait qu'il a attiré aussi le regard des enquêteurs, je ne sais pas. Comme Moji Bayat, avant il y avait un grand souci avec le président de Standard. Il a dit plus ou moins à cause des problèmes qu'il y avait dans le sport, il a quitté la Belgique. Oui, maintenant voilà, il y a aussi c'est un petit bout du tsunami qui est après. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de profiter de cette affaire pour se faire un petit peu de publicité.
Alors je dis peut-être certains à juste titre. Maintenant, voilà, revenir sur des vieilles histoires d'il y a 4, 5, 6 ans et dire ah oui, mais alors ça remet tout en question, ça veut dire que je méritais d'être champion de Belgique, ça veut dire que moi je suis un meilleur agent finalement qu'on ne le pense. C'est facile finalement après. Donc voilà. Maintenant, si Moji Bayat n'est plus là, Dejan Veljković n'est plus là, etc., forcément, il va y avoir un renouvellement du monde des agents. Si ces agents sont si forts, les anciens, ils reviendront naturellement, etc. Et voilà, Roland du Châtelet estime que le Standard a été volé d'un titre à cause de décisions arbitrales. Et comment est-ce qu'il peut le prouver? Il le dit, mais il ne le prouve pas du tout. Et surtout, est-ce qu'alors on va remettre toutes les... Dès qu'il y a eu une erreur d'un arbitre, est-ce qu'on va dire ah oui, mais il était acheté, il était acheté. C'est trop facile. Maintenant, il y a le VAR, heureusement, qui aide beaucoup les arbitres. Mais alors, si on remonte jusqu'à la nuit des temps, on peut trouver des erreurs d'arbitrage et dire c'est pas une erreur, il l'a fait exprès. Alors là, on devient fou et on remet tout en question. On peut dire qu'il y a un suspect ou il y a quelque chose qui pourrait. Qui est derrière ça pour nettoyer cette commission dans le football belge? Est-ce que la fédération, d'autres personnes, la fédération, comment est née cette enquête, c'est ça? J'imagine que c'est la police qui a eu son travail. D'abord, c'est au niveau de l'aspect financier, du paiement des taxes, etc. Voilà, c'est comme ça, donc sur l'État touche. C'est là ils ont commencé à enquêter parce que forcément il y avait des TVA qui n'étaient pas déclarés, il y avait de l'argent en black, etc. Et ça évidemment, ça a éveillé l'œil de la justice qui a fait son enquête et qui a découvert d'autres choses comme les matchs truqués, etc. Donc voilà, mais c'est pas spécialement, c'est pas la fédération qui a lancé ça. D'ailleurs, la fédération était surprise, a dit qu'elle allait collaborer. Mais eux non plus ne savent rien, c'est pas eux qui ont lancé tout ça. Eux pourront appliquer des sanctions, ça c'est différent, quand la justice aura fait son travail. Mais eux, c'est pas eux qui ont donné l'impulsion de cette enquête. Dernière question. Dans l'affaire, il y a une personne d'origine marocaine, c'est Karim. En fait, c'est le bras droit, c'est un homme important qui travaille avec Moji Bayat. Donc voilà, vous ne connaissez pas non plus l'ampleur de son implication. Voilà. Mais clairement, on travaille si proche avec Moji Bayat. D'ailleurs, comme Laurent Denis, qui est aussi l'avocat de Moji Bayat, qui est aussi impliqué dedans. Voilà, c'est tellement le cercle proche de Moji Bayat qu'il y avait évidemment beaucoup de chance pour que si Moji Bayat soit pris, que eux soient évidemment au courant de ce qui se passait. Comme lui, il a impliqué donc blanchiment d'argent. C'est quoi exactement blanchiment d'argent pour le foot? Le blanchiment, d'abord, ça c'est un trafic de montres de luxe. Donc, et là, tout simplement, donc, ils achetaient des montres de luxe et lui se servait des montres de luxe pour amener des joueurs, pour faire plaisir à des dirigeants, etc. Mais le problème avec ces montres de luxe, c'est qu'il ne déclarait pas la TVA et qu'il retouchait lui, la TVA. Donc ça, c'est le problème du blanchiment. Et alors, il y a le problème de la fraude, où là, il fraudait et les joueurs et les clubs en prenant des commissions dont les joueurs que les joueurs ignoraient, que les clubs pensaient que ça allait aux joueurs, etc. Et ils les prenaient pour lui, etc. Et ils les déposaient via le Luxembourg, la France, l'Angleterre. Il les rapatriait comme ça. Ça, c'est ça le problème de la fraude. Donc il y a deux volets un peu séparés pour le joueur. D'après vous, après cette inculpation, combien il peut prendre de prison? Ça, c'est très très compliqué. Il y a eu une précédente histoire il y a quelques années, une dizaine d'années en Belgique, avec l'affaire Rier, l'affaire du Chinois et des matchs truqués. Il y a eu des peines de prison. D'ailleurs, il y a Pietro Alata, qui était un des boss de ce système, fait toujours de la prison. Donc actuellement, donc voilà, il y a des sanctions. Maintenant, c'est une histoire un peu différente. Moji Bayat, c'est pas pour des matchs truqués, mais pour de la fraude et du blanchiment, comme je disais. Donc j'ignore évidemment pour des temps, parce qu'on ne connaît pas l'ampleur exacte. On ne sait pas encore exactement s'il est coupable purement non plus, parce qu'il va avoir le procès. Donc c'est difficile de dire, mais a priori, clairement, il risque de la prison ferme. Et pour l'instant, Moji Bayat est en prison à Louvain. Mais surtout, c'est peut-être le plus gros problème pour lui, c'est de la radiation à vie du football. Évidemment, c'était son travail depuis qu'il a 25 ans, il travaille dans le football, d'abord comme directeur sportif de Charleroi, et puis comme agent de joueur depuis 2011. Voilà, il risque de perdre son gagne-pain. C'est le pur que je trouve, moi, personnellement, c'est l'imputation de arbitres. Le meilleur arbitre. Les deux meilleurs, le numéro 1 et le numéro 2 de Belgique. Le meilleur arbitre qui a l'expérience et le nouveau pour l'espérance être le meilleur qui a. Ça, c'est effectivement le plus surprenant. Ouais. Oui. C'est peut-être
le plus déstabilisant, le plus décevant, le plus triste dans l'histoire, c'est ça, parce que ces deux arbitres qui étaient bons, la Belgique est à la recherche d'un très bon arbitre depuis l'arrêt de Frank de Becquerel. Donc on se disait, tiens, ça c'est vraiment deux bons arbitres qui commencent à bien monter, encore jeunes, et finalement on apprend que peut-être, en plus ce qu'on sait des éléments qu'on a pour l'instant, c'est peut-être pas grand-chose, surtout pour Sébastien Delferrière, c'est des petits cadeaux qu'il a reçus, des petites choses, mais rien que ça. C'est bête pour une remise pour la vente de la voiture de 25 000. Sa carrière est terminée. Sa carrière est terminée. Même si maintenant le procès venait dire il n'a fait que ça, c'est pas trop grave, admettons qu'il ne prend même pas de prison. Comment peut-il retourner sur un terrain à la moindre erreur d'arbitrage, tout le monde va penser que. Donc sa carrière est terminée. Et pour Bart Frenton, dont il paraît que l'application est un peu plus importante, pareil, ça c'est malheureux pour eux, mais triste pour le football. Et aussi, on a toujours l'impression que les arbitres sont un peu les. Voilà, on dit c'est des hommes intègres, c'est un peu les policiers, les propres. Même si on sait, voilà, il y a déjà eu des histoires avec les arbitres, bien sûr. On a toujours un peu quand même cette idée-là, et surtout avec ces deux-là qui étaient prometteurs. Et là, on a ça, c'est assez décevant. Avant ça, on pensait du match de jouer Belgique-Suisse. Voilà, d'ailleurs, on parle tellement peu de ce match. C'est l'affiche quand même. Belgique, c'est le premier mondial contre le numéro 8 au monde. Ah, si c'était un match de police, ce serait une affiche formidable. Et là, avec toutes ces histoires, on en parle très peu. Et quand on parle des Diables Rouges, on parle plus du départ probable de Thierry Henry à Monaco que du match en lui-même. Donc c'est étonnant parce que c'est un match important. Évidemment, si les Belges gagnent, ils prennent une grosse option sur leur victoire en groupe en Ligue des Nations et donc sur le Final Four l'été prochain. C'est quand même un match qui a de l'importance. Pour gagner aussi le premier trophée dans l'histoire. Ce serait un éventuel premier trophée. Donc, même si on a eu une médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'était en 1920. Moi, j'étais pas né. J'étais pas né non plus. En 1920, non. Mais, je crois mon grand-père. Voilà. Et donc, oui, effectivement, c'est important, mais voilà, ça passe clairement au troisième plan. Bon, voilà, maintenant, c'est ce que j'écrivais dans le journal aujourd'hui, c'est que c'est un beau match, il y a du public, il y a un peu de beau temps, il y a Eden Hazard sur le terrain, il y a plein de bonnes choses. C'est ce match qui va nous rendre à nouveau amoureux du football et après toutes les mauvaises histoires, voilà. Parce qu'il y a plein d'enfants dans le stade et qui se disent ah maintenant le football c'est chouette, c'est pas juste des gens qui sont achetés, qui donnent de l'argent. C'est des belles choses comme on va voir, j'espère. Merci à vous. Merci. كان معنا كريستوف كروكي صحفي بجريدة لا دي اش هنا من مقر الصحافة قبل الولوج إلى المدرجات لمعاينة المقابلة الكبيرة الهامة للمنتخب البلجيكي أمام المنتخب السويسري. إلى اللقاء. شكرا.